Bonjour à tous, je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail et également secrétaire de CSE au niveau de notre UES. Bienvenue à tous et toutes pour cette webconférence à destination des élus de CSE et des chefs d'entreprise et également des responsables RH qui ont été nombreux à s'inscrire. Quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord des articles sur l'actualité juridique et c'est également un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair, à de nombreux modèles de courrier ou de contrats, ainsi qu'à une équipe de juristes qui répondent à toutes vos questions par téléphone. C'est également un réseau d'avocats auquel appartient maître Anne-Laure Bélanger, avocate au barreau de Nantes, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous, maître, et merci d'être parmi nous. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation, c'est un plaisir pour moi. Pour cette webconférence, nous avons également souhaité faire appel à l'expertise du cabinet Présence Conseil, qui accompagne tout type de structure sur des sujets de qualité de vie au travail et d'impact psychosociaux partout en France. J'ai donc le plaisir d'accueillir et de vous présenter Madame Bérangère Ittinger, psychologue du travail et docteur en ergonomie du cabinet Présence Conseil. Bienvenue à vous, Bérangère. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Donc, nous les avons transmises à Maître Bélanger et à Bérangère Ittinger. Elles vont donc y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu 45 minutes pour la durée de cette webconférence et nous allons essayer de nous y tenir. Si vous souhaitez poser des questions, Alice et Alexandra, deux de nos juristes, sont chargés de vous aiguiller vers des articles ou dossiers de notre site dans la fenêtre de chat. Vous pouvez y accéder via la barre de configuration, excusez-moi, qui doit apparaître soit en bas, soit sur le côté avec une petite main en logo. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, je vous invite à contacter Maître Bélanger, dont vous voyez les coordonnées sur la présentation. Vous y trouverez également les coordonnées du cabinet Présence Conseil. Excusez-moi, si vous souhaitez en savoir davantage sur leurs solutions. Ultime précision avant de commencer. Maître Bélanger, Madame Ittinger et moi-même sommes dans des lieux radicalement différents et c'est pour ça que vous nous voyez sans masque. Donc, comme je vous le disais précédemment, nous avons vraiment reçu beaucoup de questions et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à nos webconférences. Et ces questions ont été regroupées sous différentes thématiques. Donc, les risques connus du télétravail, la prévention des RPS en télétravail et l'importance du DUER, la gestion des RPS en télétravail et les sanctions encourues si les RPS ne sont pas prises en charge. Donc, commençons tout d'abord par lister les différents risques connus du télétravail et nous allons commencer à croiser vos expériences sur le sujet. Je vous laisse la parole, Bérangère Ittinger. Merci. Quand on parle de télétravail, il y a deux grandes catégories de risques professionnels qui apparaissent. Ceux qui relèvent des risques liés à l'activité physique avec tout ce que l'on imagine en termes de douleurs périarticulaires qui sont tout simplement ce qu'on entend sous l'appellation troubles musculo-squelettiques. Pourquoi? Parce que on va avoir des postures, on va avoir des gestes qui vont être contraignants au niveau physiologique pour les individus qui pratiquent le télétravail. Et la seconde grande catégorie de risques professionnels
professionnel qui apparaît, c'est celle des risques psychosociaux. Et dans les risques psychosociaux, on va voir tout un tas de sous-facteurs de risque qui sont en lien avec le télétravail. Donc, ça peut être la dégradation des rapports sociaux, ça peut être également l'apparition de situations d'isolement, alors particulièrement social, même si l'isolement physique existe dans le cadre du télétravail, on se rend compte que c'est l'isolement sur le plan social au niveau de la diminution des interactions, on pourra en parler aussi un petit peu plus tard, qui pose problématique pour les télétravailleurs. Parfois des ruptures de communication et peu à peu, on va vers une dégradation, on va dire, assez globale des conditions de travail si on ne met pas en place un certain nombre de points de vigilance. Très bien, merci beaucoup. Et vous, maître, pouvez-vous nous rappeler les obligations de l'employeur en matière de gestion des risques psychosociaux et de télétravail? Alors, je voulais commencer par faire juste un petit flashback pour recontextualiser un peu le télétravail. Il faut bien dire que à la base, le télétravail est une bonne chose. L'actualité au travers d'une overdose de télétravail a tendance à nous le faire oublier, mais il s'agit d'une modalité d'exécution du contrat qui était plébiscitée par les salariés. Un sondage Mediavox de juin 2020 qui a été fait juste en sortie de confinement permettait de traduire le fait que 88% des salariés interrogés se disaient satisfaits de leur expérience de télétravail, et ce, même juste après donc le confinement. La période actuelle grossit les traits du télétravail, ce qui, au demeurant, permet de pointer les dérives du système, lesquelles dérives aujourd'hui rendent le thème de la prévention des RPS crucial. Pour poursuivre un petit peu les éléments de contexte que je souhaitais rappeler, le télétravail est soumis à l'accord des parties, ça préside vraiment l'état d'esprit du télétravail. Le salarié comme l'employeur doivent être volontaires. C'est vraiment l'état d'esprit et doit permettre d'arranger tout le monde hors période de pandémie, évidemment. Deuxièmement, normalement, le télétravail n'est pas fait pour constituer 100% du temps de travail. Les risques auxquels nous pensons actuellement sont clairement exacerbés par l'aspect 100% lié au confinement et aux contraintes sanitaires qu'on connaît. Cette période particulière va avoir une fin, on l'espère, qui permettra de diminuer très certainement les RPS intrinsèquement générés par un excès de télétravail. Sur le cœur de la question de la prévention des risques et des obligations de l'employeur en la matière, la mise en place du télétravail est subordonnée à la négociation d'un accord collectif ou à la mise en place d'une charte après information consultation des représentants du personnel. Et si ces deux dispositifs n'ont pas été possibles, l'article L1222-9 du Code du travail prévoit la possibilité d'un accord qu'on appelle de gré à gré, un accord par tout moyen entre le salarié et l'employeur. Donc ça, c'est ce qui préside le télétravail du point de vue législatif. De l'autre côté, on a l'obligation générale de santé de l'employeur, L 4121-1 du Code du travail, qui prévoit très clairement cette obligation de prévention des risques. Et puis, le reste des textes sont en réalité ce qui relève du droit mou. Alors, c'est pas très avantageux comme qualification, mais ce sont des déclarations d'intention, finalement assez peu contraignantes, mais qui ont le mérite d'exister. Je pense notamment au protocole sanitaire ou encore à l'accord national interprofessionnel qui a été signé très récemment, Annie Télétravail, conclu par les partenaires sociaux en date du 26 novembre, au terme duquel, article 3.4.1, très clairement, il est fait état de l'évaluation des risques professionnels. Cet article énonce très clairement la nécessité de transcrire les risques dans le document unique. Il est prévu que le télétravail est une modalité d'organisation du travail qui peut faire l'objet d'une évaluation des risques. Cette évaluation des risques peut notamment intégrer les risques liés à l'éloignement du salarié, de la communauté de travail et à la régulation de l'usage des outils numériques. L'article 5 vise lui aussi très clairement la préservation de la relation de travail avec le salarié en prévoyant des dispositions en faveur du maintien du lien social et de la lutte contre l'isolement. C'est écrit comme tel dans le texte à l'article 5.
on est bien dans cette volonté d'inscrire la prévention des risques spécifiques RPS télétravail dans les textes. D'accord, très bien, merci beaucoup, c'est très clair et je renvoie éventuellement les internautes qui nous regardent à une précédente webconférence que nous avions organisée en décembre, justement sur l'accord national interprofessionnel sur le télétravail. Je poursuis du coup Oui, sur la crise sanitaire. L'employeur qui doit donc assurer son obligation de santé-sécurité. Deux obligations de santé-sécurité là qui se font face, deux risques, le risque psychosocial et puis le risque sanitaire lié au Covid. Vous évoquiez le cas d'une salariée à risque qui souhaiterait revenir sur site. Comment gérer cette problématique et cette dualité en fait de la préservation de la santé psychique du salarié et de la préservation de la santé physique des salariés au vu du risque de pandémie et de cette pandémie qui est en cours. Alors, je dirais que premièrement, il faut bien rappeler que l'employeur détient le pouvoir de direction dans l'entreprise, c'est bien de ça dont il s'agit. Autre élément, l'article L 1222-11 du Code du travail qui prévoit très expressément la possibilité d'imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles. C'est le cas de la pandémie, bien évidemment. Par ailleurs, il faut le dire aussi, depuis le deuxième confinement, le protocole sanitaire prévoit le télétravail obligatoire à 100% pour tous ceux dont le poste permet d'être télétravaillé. Donc, autant dire que le gouvernement a tranché très clairement en faveur de la préservation de la santé physique. Cela étant, une petite incursion quand même, la pandémie actuelle est particulière du fait de sa durée. Le gouvernement estime avoir pris la mesure de la difficulté suscitée par le télétravail à 100%. Cela en plus pendant des mois, puisque on a assisté à une modification du protocole sanitaire national. 6 janvier dernier, on voit apparaître dans le protocole national une incursion d'une possibilité pour les télétravailleurs à 100% de manifester auprès de l'employeur sa volonté de revenir une journée par semaine sur site. Un petit bémol à ça, le Conseil d'État, le 19 octobre 2020 dernier, rappelait que le protocole national n'avait aucun caractère normatif. On est donc sur quelque chose qui n'est pas vraiment contraignant pour l'employeur. On a assisté à des employeurs qui, à l'inverse opposé de ce qu'on vient d'évoquer, on a tous connu des entreprises qui refusaient, elles, pour le coup, de télétravailler alors qu'une partie des postes le permettait. Si l'entreprise respecte le protocole sanitaire, là, aucune sanction n'est prévue. Il est donc compliqué pour un salarié d'imposer son télétravail ou son retour sur site. Il n'y a pas vraiment de sanction si l'employeur refuse de faire venir une journée par semaine le télétravailleur ou si, au contraire, il refuse de placer en télétravail des postes qui le permettraient. Et je terminerai en soulignant le rôle que peuvent jouer les services de santé au travail pour accompagner ces diverses démarches. oui, tout à fait. Ne jamais oublier que la médecine du travail est vraiment l'allié des salariés. Tout à fait. Donc, parlons maintenant de la prévention des RPS et commençons tout d'abord par sa transcription dans le document unique d'évaluation des risques, hein, le DUER. Maître, est-il obligatoire de faire figurer ces risques dans le DUER, pardon, et comment les intégrer à ce document? Alors, sur le document unique, je dirais que on n'a pas d'obligation textuelle qui viendrait flécher très directement la prévention des risques, les RPS, le télétravail. Cela étant, dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité, pour repartir un tout petit peu au-dessus de tout ça, je rappelle l'article 4121-1 du Code du travail. L'employeur a une obligation de prévention, c'est-à-dire une obligation de mettre en œuvre des moyens de prévention visant à éviter la réalisation du risque professionnel, parmi lesquels figurent évidemment les RPS. Cette obligation de prévention passe nécessairement par une phase d'évaluation des risques professionnels au sein de l'entreprise
phase d'évaluation transcrite au sein du document unique des UER. Le document unique est en fait un document généralement présenté sous forme de tableau. Vous devriez avoir un petit exemple sous les yeux. Donc, le tableau fait apparaître le cheminement de l'évaluation du risque. Premièrement, une colonne, par exemple, qui indiquerait le risque identifié au sein de l'entreprise. Ici, par exemple, travailler sur un écran. Une colonne ensuite qui identifierait la nature du risque ou plus largement le dommage susceptible d'être causé. En matière de temps passé sur les écrans, les salariés sont susceptibles, par exemple, de développer des TMS, des problèmes de vue, des maux de tête, des problèmes de concentration, mais aussi des RPS, dus notamment à l'isolement du télétravail. Puis une colonne qui indique les salariés susceptibles d'être concernés, télétravail, salariés ayant des tâches bureaucratiques, etc. Une colonne évaluant la dangerosité du risque. En l'espèce, sur une échelle de 1 à 5, on pourrait évaluer le risque physique et psychologique à 2 sur 5, par exemple, par rapport à un salarié qui serait exposé sur un chantier à un risque de prendre un objet sur la tête, où là, on serait plutôt aux alentours d'un 4 sur 5. Puis une colonne qui fait état des mesures de prévention existantes pour parer la réalisation du risque professionnel. Donc, dans notre cas de figure, pour revenir à cet exemple-là, travail sur écran, une mesure déjà en place dans l'entreprise pourrait être, par exemple, la possibilité pour le salarié de solliciter du matériel ergonomique. Et enfin, une colonne qui prévoit les mesures de prévention qu'il faudrait mettre en place. Dans le cas de notre entreprise fictive, elle pourrait par exemple proposer une prise en charge de fauteuils ergonomiques pour les télétravailleurs ou encore développer des moyens informatiques ou présentiels permettant d'éviter l'isolement des télétravailleurs. Ce dispositif présente divers avantages dont les salariés et le représentant du personnel peuvent s'emparer pour que la santé au travail soit préservée. D'abord, s'il est bien construit, il permet d'éviter le risque professionnel. Il préserve donc la santé des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle. Ensuite, parce qu'il s'agit d'une obligation légale, tout simplement, de le mettre en place. Je fais référence à l'article R4121 du Code du travail. L'employeur peut clairement engager sa responsabilité et être sanctionné s'il ne met pas en place. C'est une contravention qui est prévue par les textes. Et être sanctionné s'il ne tire pas les conséquences de ce qu'il constate. Car oui, le document unique peut présenter un atout pour les salariés en cas de réalisation du risque, c'est notamment la thématique de la preuve. Si le risque visé dans le document unique se réalise, ça signifie que l'employeur n'a pas mis en œuvre les moyens de prévention qu'il avait identifiés et à tout le moins qu'il a échoué dans l'évaluation du risque professionnel. Il faut préciser ensuite que l'employeur ne peut pas se contenter de décrire les risques identifiés dans le document unique. Il doit, l'employeur, mettre en œuvre les moyens de prévention identifiés. Il doit tenir à jour le document unique une fois par an et en cas d'aménagement important, qui modifie les conditions de santé et de sécurité, il doit de nouveau le mettre à jour. Pour conclure sur ce sujet, on peut dire effectivement que dans le cadre de la pandémie actuelle et de l'incitation au télétravail, il est très fortement recommandé, voire quasiment obligatoire en réalité, pour les entreprises de mettre à jour leurs documents uniques en intégrant la problématique liée au RPS et au télétravail. Et il faut ajouter que ce document doit être tenu à la disposition des représentants du personnel et plus largement à la disposition des salariés ainsi que du médecin du travail. Le salarié peut donc exiger l'accès pour vérifier sa bonne tenue, la bonne tenue du document unique et la réalité des risques professionnels identifiés au sein de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup, maître. Alors parlons maintenant de l'aptitude au télétravail. Alors je ne parle pas de tâches télétravaillables ou non, mais plus d'aptitude humaine à supporter un télétravail de longue durée. Madame Ittinger, tout le monde peut-il vraiment télétravailler et comment détecter les personnes les plus à risque?
Bon, je pense qu'on ne peut pas répondre uniquement par oui ou par non à cette question du est-ce que tout le monde peut télétravailler. Effectivement, quand on est manager ou même dirigeant d'entreprise, on a pour ambition d'identifier lesquels parmi nos collaborateurs seraient les meilleurs candidats au télétravail versus les personnes avec lesquelles il pourrait y avoir davantage de complexité. Pour moi, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte. Alors déjà, le formalisme du télétravail. C'est vrai que le télétravail s'est largement imposé dans les entreprises et les institutions françaises avec la crise sanitaire. Mais on est de plus en plus sur un télétravail presque à 100%. Bon, on imagine bien que télétravailler 5 jours sur 7, ça n'a rien à voir en termes de contraintes et d'exigences du télétravail que si on télétravaille une journée, voire 2 journées. Il apparaît clairement dans les missions, en tout cas qu'on peut réaliser au sein de chez Présence Conseil, hein, si on peut vous faire un retour d'expérience, que lorsqu'on télétravaille 1 à 2 journées par semaine, on met en place les garde-fous nécessaires pour permettre aux télétravailleurs de télétravailler dans les meilleures conditions possibles. Un autre facteur en dehors du formalisme, c'est déjà la volonté de l'individu. Est-ce que les personnes qui vont télétravailler demain ont envie de télétravailler? Est-ce qu'elles se projettent là-dedans? Est-ce qu'elles voient une certaine forme d'épanouissement dans le télétravail? Bon, il apparaît clairement que les personnes qui vont déjà répondre oui à ces questions-là vont s'apparenter à des candidats presque idéaux pour télétravailler, puisque déjà quand il y a une volonté a priori, on va vers un gain au niveau du télétravail. Un autre facteur qui est important, c'est lié au fait que finalement le télétravail, qu'est-ce que c'est? C'est une des formes de travail, de coordination à distance. Et si l'on analyse les activités des actifs aujourd'hui, il y a énormément de leurs tâches qui représentent déjà du travail de coordination à distance. Je m'explique. Les personnes qui vont avoir, par exemple, un poste de chargé clientèle et qui conversent plusieurs minutes ou plusieurs heures par jour, soit avec un collègue, soit avec un client, c'est une forme de travail à distance. En gros, il faut être en capacité d'identifier les personnes qui, dans le cadre de leur activité, sont déjà un petit peu à l'aise avec le fait d'échanger, de développer des communications dans des contextes de distance avec divers types de publics. À l'inverse, les personnes qui travaillent exclusivement seules ou exclusivement avec des collègues ou avec des supérieurs hiérarchiques qui sont en forte proximité physique seront peut-être a priori, mais évidemment tout est à relativiser en fonction du réel du travail, des candidats un peu moins idéaux au télétravail. Quoi qu'il en soit, j'insiste sur le fait de vraiment identifier des points de vigilance. Télétravailler, ça peut très bien fonctionner et c'est un atout pour les entreprises. Pour que ça puisse le rester, il faut qu'il y ait une sorte de pédagogie du télétravail qui soit déployée en interne avec justement une prévention adaptée pour pouvoir anticiper le plus en amont possible les risques psychosociaux et aussi les risques liés à l'activité physique qui pourrait survenir, mais également fournir les moyens aux collaborateurs de pouvoir télétravailler et communiquer dans des contextes de distance, notamment géographiques. Merci beaucoup. Alors, une autre question pour vous, Madame Ittinger. Quels sont les moyens de prévenir les RPS? Souvent, les entreprises mettent en place des questionnaires. Est-ce que cela suffit? Et quelle routine peut-on mettre en place pour limiter leur apparition? Alors, ce sont des questions tout à fait pertinentes, hein. Bon, déjà, concernant la situation, la question du questionnaire, malheureusement non. Non, parce que le questionnaire ne peut être qu'une méthode de pré-diagnostic des risques psychosociaux, déjà parce que c'est une méthodologie d'enquête qui permet d'obtenir des données exclusivement ou quasi exclusivement quantitatives. Or, on sait que le phénomène des risques psychosociaux repose quand même en grande partie, oui, sur des données factuelles, mais aussi sur l'articulation des différentes représentations des personnes qui sont exposées aux contraintes de travail. Et d'autre part, mis à
part, si on fait passer des questionnaires sur un effectif, sur une population extrêmement importante, 1000, 2000, voire davantage de personnes, on peut avoir des tendances intéressantes. Mais quand on est sur des effectifs plus réduits, là, il faut vraiment s'en tenir au fait que le questionnaire, oui, il peut être utilisé, mais seulement comme une étape préliminaire. Préliminaire à quoi? Une démarche peut-être d'enquête un petit peu plus complète, comme par exemple eh bien, des entretiens individuels menés avec les collaborateurs, notamment voilà, dans un contexte de télétravail, donc d'appréhension des RPS dans un contexte de télétravail, échanger avec les personnes qui vont télétravailler demain ou qui télétravaillent déjà pour pouvoir avoir une idée de cet écart des représentations interindividuelles. Et puis d'autre part, pourquoi pas mettre en place des ateliers collectifs où il s'agirait de faire travailler les collaborateurs sur des thématiques très particulières en lien avec les risques psychosociaux. Ça peut être la complexité du travail, ça peut être l'organisation opérationnelle, c'est-à-dire pratico-pratique du travail, ça peut être l'équilibre vie privée, vie professionnelle. En gros, plus on va creuser, plus on va aller en profondeur sur ces sujets, plus on va obtenir des données fiables qui seront comparables entre elles et qui nous permettront aussi aux dirigeants d'entreprise de s'éloigner de la simple récolte de données à travers le questionnaire ou l'échelle. Très bien, merci beaucoup. Dernière question sur le sujet, cette fois-ci c'est pour vous, Maître Bélanger. Conseilleriez-vous d'inscrire dans l'accord télétravail ou dans la charte télétravail les dispositions prises par l'entreprise dans le cadre de la prévention des RPS? Alors, non seulement je le conseillerais, mais il y a une partie de ça en réalité qui est obligatoire. C'est-à-dire que quand on regarde le texte de l'article L1222-9 du Code du travail, notamment dans son point numéro 2, très clairement, on vise, petit point numéro 3, les modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail. Et petit 4, la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail, qui sont très clairement, qui relèvent d'une démarche de prévention des risques psychosociaux. Donc, je le conseille, mais il faut le mettre sous ces aspects-là, en tout cas sous ces rubriques-là. Il faut pouvoir retrouver ces éléments-là dans l'accord qui va être négocié par les partenaires sociaux. Ou dans la charte qui va faire l'objet d'une information, consultation des représentants du personnel. On peut imaginer aussi l'indication de la nécessaire mise à jour du document unique qui, là, procéderait d'une démarche intéressante pour les négociateurs. Et puis, de façon peut-être plus globale, dans cette volonté d'avoir des accords qui soient en phase avec l'évaluation des risques psychosociaux, moi, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site de l'ANACT et de l'INRS. Ils ont mis en place des kits de négociation pour être vraiment en phase avec ces thématiques-là et ça peut être extrêmement intéressant pour alimenter les accords et en respectant cette prévention. J'ajoute également que sur le site Jury Travail, vous trouverez également un modèle d'accord de télétravail. Malheureusement, donc la prévention ne suffit pas toujours. Comment détecter la détresse psychologique chez un salarié à distance? Quels conseils pouvez-vous nous donner, Madame Ittinger? Donc, détecter la détresse psychologique passe systématiquement par l'identification de signaux forts et de signaux faibles. Les signaux forts, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ce qui va être concrètement observable et qualifiable au niveau des changements de comportement. Les signaux faibles vont être moins observables, moins qualifiables, mais peut-être un peu plus diffus et peut-être aussi un peu plus cristallisés dans le temps. Bon, les contextes de distance ne facilitent pas, dans tous les cas, l'identification de la détresse psychologique. Bon, il y a plusieurs manières de faire. Donc, quand on est soit manager, soit dirigeant d'entreprise, soit tout simplement collaborateur, mais où on se sent particulièrement investi par une mission de prévention, donc cette fois pas primaire, mais tertiaire, parce que
Quand détresse psychologique il y a, ça veut dire que troubles psychosociaux peut-être existent déjà. Donc, on est vraiment sur ce côté, je dirais, tertiaire de la prévention. On va pouvoir s'attarder sur ce qu'on va appeler l'avant-après. C'est-à-dire une personne que l'on a l'habitude de côtoyer au quotidien, par exemple avant la crise sanitaire ou dans le cadre de certaines périodes de déconfinement qu'on a pu vivre, qui semblait fonctionner de telle manière dans ses rapports avec les autres ou dans le cadre de l'exercice du travail, qui va se comporter de manière complètement différente, peut-être dans les périodes de confinement, dans les périodes de distance physique, ça peut être un indicateur. Le changement, l'écart qu'il y a, doit toujours vous poser question. Ça ne signifie pas qu'on est forcément dans une dégradation avancée de l'individu, mais en tout cas, voilà, c'est un indicateur qui doit vous amener à avoir la volonté de creuser sur cette question. Bon, autre aspect, parce que quelque part, tout le monde est acteur de la prévention, notamment tertiaire, au sein d'une organisation de travail, quelle qu'elle soit. Eh bien, ça peut être l'étude des relations interpersonnelles. Rares sont les profils de collaborateurs qui travaillent exclusivement seuls. Ils sont très souvent insérés au sein d'une équipe, même si les contacts avec cette équipe ne sont pas toujours multipliés dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle. On peut très bien interroger les collègues sur leurs ressentis, sur leur manière de se percevoir les uns et les autres depuis l'évolution de la crise. Alors, un autre indicateur important, c'est de ne pas considérer une interaction ou un échange comme quelque chose de stable. Les épiphénomènes peuvent exister. L'idée étant de pouvoir se faire une idée sur un laps de temps assez long, par exemple, plusieurs réunions sur un laps de temps d'1 mois, 2 mois, 3 mois, pour voir si telle personne que l'on suspecte être en situation de détresse psychologique, de détresse même émotionnelle, l'est véritablement, ou s'il y a un contexte particulier à un instant T qui fait qu'on a cette sensation de détresse. Il faut pouvoir aller plus loin, parce que la distance va vous permettre de vous poser des questions, mais vous permettra rarement de poser une première forme de diagnostic. L'idée étant peut-être de pouvoir provoquer un échange, une interaction avec la personne que vous identifiez comme étant en difficulté pour pouvoir lui apporter votre aide, ou en tout cas au moins lui proposer et rompre bien souvent l'isolement social dans lequel elle se trouve. Pourquoi? Parce que dans les contextes de distance, détresse psychologique est malheureusement bien trop souvent liée à la distance sociale et à la diminution des interactions sociales et donc à l'isolement. Très bien, merci beaucoup, Madame Ittinger. Maître Bélanger, un bore-out ou un burn-out peuvent-ils être reconnus comme maladie professionnelle? Alors, ça peut être reconnu comme une maladie professionnelle. Les RPS peuvent rentrer dans la qualification maladie pro au titre de la législation des risques professionnels, mais je ne vous cache pas que le chemin est un petit peu plus long que dans les matières classiques qu'on peut connaître, notamment des troubles musculo-squelettiques. En l'occurrence, juste un petit rappel, la maladie professionnelle, c'est une pathologie qui s'est développée par le fait du travail. Typiquement, celles qu'on connaît bien sont les pathologies liées au TMS, justement, de type, par exemple, classique syndrome du canal carpien de la main. Ce sont les maladies professionnelles qui sont les plus fréquemment reconnues. Classiquement, ces pathologies sont inscrites au sein d'un tableau dit de maladie professionnelle. Ces tableaux établissent ce qu'on appelle une présomption d'imputabilité, qui facilite la preuve du lien entre la maladie et le travail. Il existe 98 tableaux de maladies professionnelles qui font les décisions prises par la CPAM. Le gros bémol en matière de RPS, c'est qu'ils ne font pas partie du tableau de présomption des maladies professionnelles. C'est une procédure bien spécifique de reconnaissance qui est prévue par l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale. Il faut que le RPS ou par exemple ce qu'on appellerait le syndrome anxio-dépressif identifié et causé soit le décès de la personne, soit une incapacité permanente prévisible de 25%. Concrètement, ça veut dire que le taux d'incapacité
évalué par le médecin conseil de la CPAM, va déclencher une mini-procédure dans la procédure de reconnaissance. Le salarié va fournir des éléments médicaux pour pouvoir attester de ce taux d'incapacité permanente prévisible au-delà de 25%. Et une fois que le médecin conseil sera convaincu de ce taux prévisible supérieur à 25%, il va devoir envoyer le dossier auprès de la C2RMP, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui lui va évaluer si la pathologie a un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle du salarié. Si le lien direct et essentiel est reconnu, le C2RMP rend un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, lequel avis sera nécessairement suivi par la CPAM. C'est un peu long et un petit peu casse-pied à mettre en place, mais ça présente divers intérêts pour le salarié de voir reconnaître une maladie professionnelle au titre des RPS. Je pense notamment, bien sûr, en premier lieu à un avantage financier. Tous les frais de santé, produits, prestations, frais de transport, établissements hospitaliers et plus largement les frais nécessités par le traitement, la rééducation, le reclassement de la victime vont être pris en charge de façon plus avantageuse. En cas d'interruption de travail, des indemnités journalières sont prises en charge et puis il y aura la fixation d'un capital ou d'une rente à l'issue, une fois votre état consolidé. Les conséquences financières pour le salarié sont importantes, mais ça peut aussi avoir des conséquences, cette reconnaissance maladie professionnelle dans le cadre d'un contentieux prud'homal, où très clairement, même si les procédures sont normalement indépendantes les unes des autres, où une reconnaissance maladie professionnelle par la CPAM va avoir un poids important dans un dossier prud'homal où on voudra mettre en avant une faute, un manquement de l'employeur à son obligation de santé sécurité. Et puis, il faut aussi le dire, c'est le préalable obligatoire à la reconnaissance d'une faute inexcusable. La faute inexcusable devant le tribunal judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire, est nécessairement au préalable, il faut nécessairement la reconnaissance d'une maladie professionnelle, le caractère professionnel établi par la CPAM, pour pouvoir obtenir une reconnaissance d'une faute inexcusable par la suite. Très bien, donc ça reste toujours un peu un parcours du combattant. Oui. Madame Ittinger, que nous conseilleriez-vous de mettre en place pour accompagner les salariés en détresse concrètement? Je pense que le premier réflexe à avoir, c'est de s'appuyer à la fois sur les acteurs internes et externes à l'organisation. Quand on parle des acteurs internes, on envisage évidemment tout ce qui est représentant de la direction, mais aussi de manière générale, tout collaborateur d'une organisation qui, comme je le disais déjà tout à l'heure, est acteur de la prévention et doit aussi être acteur de la détection, chacun à son niveau, des risques psychosociaux. Et également, les élus du personnel ont une mission concernant la prévention des risques professionnels, dont les risques psychosociaux. Au niveau des acteurs externes, on va avoir dans bien des cas la médecine du travail, qui est une ressource qui est intéressante et dans laquelle dès que cela est possible, il faut pouvoir puiser. Et puis, c'est également de manière générale l'ensemble des professionnels externes comme les psychologues du travail, les structures spécialisées comme par exemple le cabinet Présence Conseil qui est là aussi pour accompagner les organisations sur les sujets de ce type. Plus les directions d'entreprise sauront capitaliser à la fois et de manière conjointe sur ces acteurs internes et sur ces acteurs externes, plus les directions arriveront à mettre en place des plans de prévention principalement primaires, donc c'est-à-dire en amont de l'apparition des risques professionnels, plus ils pourront réguler les phénomènes de détresse psychologique. Il faut vraiment envisager la chose comme une sorte de frise sur laquelle on va avoir à un bout les facteurs de risques psychosociaux et à l'opposé la détresse psychologique. Entre les deux, il y a plein de choses qui peuvent se passer, notamment actionner levier,
mobiliser des ressources pour réguler au maximum le nombre de personnes qui demain vont être confrontées à une détresse psychologique. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois le temps filer, il nous reste un petit peu plus de 5 minutes pour traiter la fin de cette conférence. Madame Itin, j'ai demandé à un salarié qu'on sent en détresse psychologique de revenir dans l'entreprise un jour par semaine. Est-ce que ça peut vraiment porter ses fruits? Clairement oui, surtout si le salarié est disposé à aller sur ce sens-là. Ça peut encore une fois voilà, permettre de casser un petit peu ce déséquilibre et permettre aux salariés de retrouver le dynamisme entre la vie privée et la vie professionnelle, parce que quelque part, le fait d'être à 100% du temps en télétravail peut amoindrir cette frontière entre le privé et le professionnel, ce qui n'est pas toujours bon pour les salariés qui vivent des situations de détresse psychologique. Donc, quand c'est préparé, quand c'est accompagné et quand c'est demandé par le collaborateur, oui, c'est une solution qui peut porter ses fruits. Très bien, merci beaucoup. Et une petite question pour vous également, maître. Comment le mettre en place en toute légalité, sans risquer d'être accusé de discrimination, par exemple? Alors, le mettre en place en toute légalité, ça doit pas poser de difficulté puisque le protocole sanitaire, comme je l'indiquais un petit peu plus en amont, prévoit depuis le 6 janvier la possibilité pour les salariés de revenir, dès lors qu'ils le font valoir auprès de l'employeur, de revenir une journée par semaine. Donc, c'est parfaitement prévu par les textes. Alors, ça reste le protocole sanitaire, hein, c'est pas un article de loi, mais c'est quelque chose qu'on peut faire valoir de façon assez forte auprès de l'employeur qui normalement ne doit pas pouvoir opposer de fin de non-recevoir à cette volonté de revenir une journée par semaine. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons des élus de CSE qui sont dans l'auditoire. Quels sont leurs moyens d'action dans la gestion de ces cas de RPS? Doivent-ils être informés et consultés, par exemple? Sur cette question-là, il y a pas mal en fait de moyens d'action et les représentants du personnel sont vraiment un maillon incontournable de cette prévention des RPS et ces actions en matière de risques psychosociaux et de télétravail. De façon assez générale, on remonte un tout petit peu la chaîne des prérogatives des représentants du personnel. Ils ont de toute façon un rôle important à jouer en matière de RPS, de télétravail. L'article L2312-8 énonce une obligation générale d'information-consultation du CSE sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise, notamment quand il est question de conditions d'emploi, de travail, notamment de durée du travail et de formation professionnelle, et en cas d'introduction des nouvelles technologies. Tout aménagement modifiant les conditions de santé, sécurité doivent aussi faire l'objet d'une information consultation. Donc très clairement, il est prévu qu'ils soient informés et consultés dans ce genre de circonstances. L'article L2312-9 du Code du travail prévoit des prérogatives spécifiques du CSE en matière de santé sécurité et notamment en matière de prévention des risques. Sur le télétravail en tant que tel, comme je l'évoquais tout à l'heure, la place des partenaires sociaux est importante puisque normalement ce sont eux en tout cas assurément qui vont négocier l'accord d'entreprise et dans le cadre d'une charte, alors ça ne sera pas une négociation entre partenaires sociaux, mais cette charte est soumise à une information consultation des représentants du personnel. Qui dit information consultation dit remise de documents aux représentants du personnel, documents qui permettent de transmettre des informations précises et utiles. C'est l'article 2312-15 du Code du travail qui le prévoit très expressément. C'est pas inutile de le rappeler. Hein, donc, il faut que l'employeur joue le jeu et transmette toutes les informations aux représentants du personnel de telle sorte qu'il dispose de toutes les informations préalables à la mise en place du télétravail dans l'entreprise. Et puis, dans les moyens d'action, je dirais de façon peut-être un petit peu moins formelle, les recommandations qu'on peut donner aux représentants du personnel portent autour de l'élaboration, par exemple, on a survolé cette question-là, mais d'un questionnaire
que les représentants du personnel peuvent envoyer auprès des télétravailleurs. C'est un moyen de reprendre contact un peu auprès d'eux, bien qu'ils soient un peu isolés physiquement. Ce questionnaire peut être un bon moyen d'entrer en contact pour les représentants du personnel avec les salariés. On peut aussi penser tout simplement à un point à l'ordre du jour du CSE à ce sujet-là, dès lors qu'on aurait connaissance d'une difficulté ou dès lors qu'il y aurait une nécessité de discuter autour d'une thématique particulière du télétravail. Et puis de façon plus formelle mais très spécifique, là quand vraiment il y a une grosse difficulté, on peut envisager l'expertise pour risque grave ou des procédures de droit d'alerte, danger grave imminent ou atteinte aux droits des personnes, qui sont là des prérogatives fortes des représentants du personnel qui peuvent être actionnés dans ce genre de circonstances si vraiment on est devant une difficulté avérée. Très bien, il va vraiment falloir qu'on accélère. Il nous reste encore quelques questions à aborder et on arrive normalement au terme de la durée prévue initialement. Donc, je m'excuse par avance auprès de nos internautes du dépassement qu'on va faire. Pouvez-vous nous indiquer les recours auxquels on peut faire appel dans le cas où un employeur ferait la sourde oreille par rapport à des remontées d'informations d'élus de CSE? Très rapidement, pour aborder cette question, je pense, oui, effectivement, quand l'employeur fait la sourde oreille à la saisine de l'inspection du travail, qui peut enquêter, qui peut agir en cas de manquement avéré. Je pense au conseil de prud'homme qui peut intervenir à la suite d'un droit d'alerte. Et puis, parce que tout le monde en a entendu parler, je pense à l'arrêt Amazon notamment, qui vous a permis de voir ce que le tribunal judiciaire pouvait faire pour faire cesser des dommages imminents. Il peut arrêter une partie, voire la totalité de l'activité de l'entreprise quand l'employeur fait la sourde oreille sur des injonctions des représentants du personnel et de l'inspection du travail en faveur de la prévention et de la mise en place d'éléments en faveur de la prévention des problèmes psychosociaux ou physiques dans l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Abordons donc maintenant la dernière partie sur les sanctions encourues. Que nous disent les textes de loi sur les sanctions encourues? Et nos internautes nous ont vraiment demandé de spécifier ce qui peut être encouru pour un manager ou pour le dirigeant d'entreprise. Alors, sur cette question-là, je tiens à rappeler que c'est quand même bien l'employeur qui doit assurer la sécurité à tous les salariés dans l'entreprise. Le manager, il peut faire l'objet de sanctions disciplinaires si toutefois il n'appliquait pas les directives de son employeur en matière de santé et sécurité, mais c'est quand même à l'employeur d'impulser ces directives en faveur de la santé et de la sécurité. Ce n'est donc pas de la responsabilité du manager si toutefois l'employeur au-dessus de ça est défaillant. Sur la responsabilité de l'employeur, elle se décline au travers des recours de droit commun. Les manquements applicables dans cette matière-là sont donc ceux des manquements à l'obligation de santé et sécurité. L'employeur doit pouvoir prouver qu'il a tout fait pour assurer la sécurité des salariés. Les sanctions sont variées. Je pense notamment à des requalifications de licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil de prud'homme. On peut penser évidemment à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire. Et puis, on peut penser aussi à des contraventions et diverses poursuites sur le terrain pénal avec des poursuites par l'inspection du travail et le procureur et qui peuvent aboutir à des interventions des juridictions répressives pour sanctionner ces manquements-là. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous avons pu voir que les risques psychosociaux pouvaient avoir des conséquences sur le plan civil et pénal. Madame Ittinger, n'y a-t-il pas d'autres conséquences de ces risques psychosociaux, entre autres sur la rentabilité de l'entreprise?
Bien sûr, les risques psychosociaux ont toujours des conséquences à 3 niveaux. Au niveau de l'individu, notamment en termes de détresse psychologique dont nous avons pu parler tout à l'heure, au niveau du collectif de travail, avec notamment tout ce qu'on va imaginer en termes de désintégration du collectif, éloignement des personnes, mais également au niveau de l'entreprise, de l'organisation en tant que telle. Alors, on va parler de fluctuation d'absentéisme. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de voir que d'une année sur l'autre, l'absentéisme va augmenter, mais c'est plutôt d'effectuer une comparaison interservices et d'essayer de pointer quels sont les facteurs qui existent à l'intérieur de ces services et qui ont pu moduler dans un sens ou un autre l'absentéisme. Une autre conséquence de l'exposition au RPS pour les entreprises, c'est la démotivation, le désinvestissement des salariés qui voilà, sont quand même des phénomènes qui ont tendance à se cristalliser dans le temps. Et c'est vrai que lorsqu'un désinvestissement, une démotivation gagne un ou plusieurs salariés, c'est quand même extrêmement difficile de faire machine arrière, mis à part repenser l'organisation du travail et voilà, de remettre en place toute une politique de changement organisationnel en place. Autre aspect, eh bien, c'est ce qu'on va appeler tout simplement le turnover, la rotation de personnel. Ce qui est intéressant, c'est de pointer au sein d'une même organisation, est-ce qu'il y a un ou plusieurs services particulièrement concernés? Est-ce que certains métiers, certaines fonctions sont peut-être plus concernés que d'autres? Tout ceci peuvent revêtir d'axes d'investigation à approfondir par un employeur, par des partenaires sociaux qui souhaiteraient mettre en place une démarche de diagnostic et d'évaluation des RPS avec un plan d'action par la suite. Très bien, merci beaucoup. C'est très, très précieux. Il faut vraiment que les élus s'emparent du sujet. N'hésitent pas non plus à faire appel effectivement à des experts externes. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette webconférence. J'espère que ce format vous aura plu à tous et que vous avez obtenu réponse à vos questions. Donc, si vous êtes membre d'un CSE ou représentant syndical ou délégué syndical, je vous invite à rejoindre nos groupes privés sur Facebook et LinkedIn et à vous abonner également à nos newsletters pour avoir connaissance de nos prochaines webconférences. Je vous invite également à contacter Maître Bélanger et Madame Ittinger pour toute question relative à cette thématique des RPS. Il me reste à vous remercier, Maître Bélanger et Madame Ittinger, pour votre participation. Merci. Merci à vous. Merci, ravie d'avoir partagé ce temps avec vous. Ce fut un plaisir vraiment partagé. Et donc, nous vous remercions tous vraiment d'avoir assisté à cette webconférence et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir et à bientôt. Et à bientôt.